Et nous sommes en direct. Bonjour à tous, bienvenue au live meeting de Loopsport en levée de fonds sur lita.co. Je me présente, je suis Martin, chargé de la campagne de Loopsport sur Lita et conseiller en investissement auprès des particuliers qui investissent sur Lita. Donc j'ai peut-être eu l'occasion d'échanger avec certains d'entre vous. Bienvenue à ce live. On va laisser à chacun le temps de se connecter, de prendre possession de l'outil. Et puis en attendant, je passe tout de suite la main à Damien et Martin, cofondateurs de Loopsport, qui vont se présenter en quelques mots avant de démarrer. Bonjour à tous. Bonjour. Martin et Damien, donc on aura l'occasion de revenir un peu sur nos expériences et plus amplement sur notre projet. Mais merci à tous déjà de nous avoir rejoints et puis surtout de nous donner l'opportunité de vous montrer comment on va transformer la seconde main dans le marché de l'outdoor. Voilà. Merci Damien pour cette entrée en matière. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter à mesure que chacun arrive. Je vous présente rapidement l'outil sur lequel du coup on organise cette visio qui est Livestorm, que certains connaissent peut-être déjà puisque c'est également l'outil qui nous sert à organiser nos webinars de bienvenue pour les nouveaux inscrits toutes les 2 semaines afin de vous faire prendre connaissance de l'ITA et de l'investissement participatif. Alors cet outil il est très simple, vous le comprendrez assez vite. Vous avez 2 onglets qui vont vous intéresser en particulier, l'onglet chat, dont certains ont déjà pris possession. Bonjour Sian, bonjour Victoria. L'onglet chat, il nous sert à interagir par définition. Donc il nous sert à récolter vos réactions en cas de problème technique, son, image, mais aussi et surtout tout simplement à réagir de manière informelle, à nous dire d'où vous nous entendez, peut-être d'où vous nous écoutez, puisqu'on sait que la communauté Lita et la communauté Loopsport peut venir de différentes régions en France. Peut-être on a des gens d'Auvergne-Rhône-Alpes, on doit avoir également des gens de l'Île-de-France qui est assez représenté chez Lita. Voilà, donc je vois que certains commencent déjà à interagir, merci. Et puis, second onglet, qui est peut-être un peu plus formel, mais qui va être clé dans la deuxième partie de notre live, c'est l'onglet questions, sur lequel, par définition, vous allez pouvoir formaliser vos questions au fur et à mesure de la présentation de Loopsport. Ça me permet de vous donner un peu aussi le sommaire de cette heure du midi qu'on va passer ensemble. Une vingtaine de minutes de présentation par Damien et Martin de l'activité de Loopsport, des raisons de la levée de fonds. Et puis derrière, on va en fait assez vite passer à un temps de questions-réponses qui est le temps privilégié évidemment de ce live meeting. Donc voilà, d'où l'importance de cet onglet questions. Il va être assez difficile pour nous d'à la fois répondre aux questions et de jongler entre le chat et les questions. Donc merci d'avance de poser vos questions dans l'onglet prévu à cet effet. Voilà, je vois que on commence tous à être connectés. Merci de nous avoir rejoints, en tout cas aussi nombreux et de s'être inscrits aussi nombreux sur ce live. Je vais pouvoir vous laisser la main, Damien et Martin, si vous êtes prêts pour démarrer cette présentation. Merci Martin et encore merci à tous ceux qui nous ont rejoints de plein de régions de France. C'est beau à voir. Et merci de nous donner effectivement l'opportunité de vous présenter comment on va transformer la seconde main dans l'outdoor. Alors déjà, cette transformation, elle s'inscrit dans un marché leader, celui de l'outdoor. Aujourd'hui, c'est 150 millions de pratiquants en Europe et c'est le secteur qui a eu la plus forte croissance depuis en gros l'ère Covid. Et c'est à la fois en volume le marché leader, mais aussi un dynamisme important puisque la catégorie la plus importante à être entrée dans ce secteur est âgée de 25 à 35 ans. Et enfin, ces pratiquants, ces usagers sont très caractérisés. Ils sont à la fois multiples dans leurs pratiques et puis ils ont une appétence pour le digital assez forte, pour l'information et aussi pour l'achat. Et puis, ils ont 2 motivations sur lesquelles on a vraiment appuyé notre promesse. La première, qui est assez rationnelle et évidente, c'est celle de changer leur équipement de manière simple et à moindre coût. Et enfin, une motivation grandissante et que vous connaissez bien si vous êtes sur cette communauté Lita, c'est celle de l'enjeu écologique et en fait celle de limiter l'impact sur le terrain de jeu. Donc, on l'a vu, finalement, des pratiquants nombreux et des pratiquants exigeants. Et pourtant, face à eux, on retrouve 2 alternatives existantes qui ne sont pas forcément à 100% dans la satisfaction. Il y a d'un côté le neuf,
qui permet une offre sûre, une offre large, quoique ces dernières années un peu plus compliquée, mais avec un fort coût à la fois financier et puis écologique. Et puis de l'autre côté, on a une alternative qui est l'occasion, qui n'est pas nouvelle, mais qui a connu un essor récent avec l'accélération des marketplaces, qu'elles soient généralistes ou spécialistes. Cette alternative-là, elle permet effectivement un prix réduit, un impact réduit. Par contre, l'expérience, elle reste complexe et la fiabilité non garantie. Aujourd'hui, 48% des gens qui seraient prêts à se tourner vers l'occasion ont peur de la non-conformité des produits et des litiges associés. Et la solution auquel nous croyons justement pour apporter toute cette confiance nécessaire au marché de la seconde main et à la fois avec un impact et un prix réduit, c'est le reconditionné. Le reconditionné, qu'est-ce que c'est? C'est finalement du matériel de seconde main, oui, mais à la différence qu'il a été révisé et garanti. Et le reconditionné, c'est aussi un service premium sur des produits qui sont coûteux et des produits techniques. Et surtout, c'est un modèle aujourd'hui qui est compris, qui est rentable, qui est scalable, comme l'a démontré l'industrie de l'automobile avec différents acteurs, que ce soit Cazoo, Aramis Auto ou la tech avec Back Market. Et avec Damien, on s'est lancé le pari de créer Loop Sport, donc le spécialiste du reconditionnement d'équipements de sport outdoor, à la fois en proposant une expérience premium omnicanal, à la fois en physique, à Annecy, et en ligne, partout en Europe. C'est sur loop-sport.fr aujourd'hui, donc il est possible d'acheter, mais pas seulement, il est possible de vendre et même d'échanger ces équipements à la fois pour tous les passionnés. Et notre proposition de valeur, elle est basée d'abord sur la simplicité, avec un accompagnement donc en digital, à la fois en ligne et en physique. La sécurité, avec une garantie d'1 an sur des produits de qualité. Le durable, à la fois avec une économie d'impact forte sur une économie carbone de 40% liée au reconditionné et à moindre coût, avec en moyenne 1 500 € d'économie versus un achat neuf. Alors, certains doivent penser que cette ambition, elle est assez élevée, mais en tout cas, on y croit et surtout, on a des atouts aujourd'hui qui nous permettent de la garantir et de la maîtriser. La première, c'est l'intégration. Nous avons fait le choix dans le site de 300 mètres carrés que vous voyez derrière moi, d'intégrer différents métiers et différentes expertises. Celle de la réparation. Aujourd'hui, on a des mécanos et on est capable de réparer du matériel. On a intégré aussi la dimension e-commerce, à la fois acquisition client, SAV et puis gestion de l'offre. Et enfin, le magasin que nous avons intégré dans ce local également pour accompagner ce modèle digital. On le sait, en fait, le coût reste le premier critère de choix des consommateurs, mais ça ne suffit plus. En fait, ce qui vient tout de suite derrière, c'est le service. Nous, on a vraiment misé sur un service premium. À la fois un prix juste garanti par un outil de cotation internalisé et développé, que Martin développera plus tard, qui permet finalement un prix juste, mais surtout une simplicité à la reprise, à la vente, pour dépassionner le débat sur la dimension prix. Un accompagnement qui soit physique, en ligne, au téléphone, pour s'assurer en fait que le choix est le bon, et puis la garantie dans le temps, qu'elle soit celle du test ou celle de la conformité pendant 1 an. Les partenaires, aujourd'hui, on s'est accompagné en dimension régionale pour l'instant de partenaires forts, que ce soit les marques, les acteurs du tourisme et également les magasins spécialistes pour qui on est une solution et surtout avec qui on partage des problématiques et donc des solutions. Et finalement, le partage de ces contraintes et de ces solutions fait d'eux non pas des concurrents ou des fournisseurs, mais tout simplement des partenaires. Et enfin, l'engagement, le nôtre, et également le vôtre avec cet investissement, c'est celui de l'impact. Donc, on a un programme RSE qui est clair et timé dans le temps, avec, comme l'a dit Martin, un impact rationnel et mathématique d'économie à l'achat versus le neuf, mais surtout un focus sur l'usage. On sait que la charge, elle existe, puisque le neuf existe avant qu'il soit reconditionné. Ce qu'on veut, c'est l'amortir dans le temps, l'optimiser par un usage optimisé par le bon choix.
Et puis enfin, la collaboration locale qui nous permettra de toujours garder finalement un impact réduit, même avec un volume important. Et puis, le dernier atout, et non pas des moindres, c'est l'équipe. On n'est pas seul. Donc, effectivement, pour ma part, Damien Sherpaz, moi, je suis de la région. J'ai derrière moi une double casquette dans l'agroalimentaire et la finance, puis 10 ans de directeur de marque au sein d'un des leaders de l'outdoor dans le monde aujourd'hui, pratiquant de certains sports qu'on adresse avec une tendance plutôt à l'endurance, à l'ultra, plutôt adéquate avec le lancement d'une startup. Et puis, parce bien sûr, on n'avance pas seul, on a été accompagné dès le début en financement, en accompagnement d'expertise. Et puis, on a également un board consultatif de gens non intéressés, mais qui viennent compléter finalement nos expériences en termes d'expertise. Et pour compléter, bon, le montagnard, il fallait bien un méditerranéen. De mon côté, j'ai eu la chance de grandir au bord de la mer et de pratiquer les sports nautiques. Ingénieur de formation, j'ai travaillé dans l'univers des sports outdoor en tant que chef de produit pendant pas mal d'années. Et en parallèle, effectué 2 préparations olympiques en voile. Et je peux confirmer qu'entreprendre ce projet, ça fait autant vibrer que tenter une qualification justement aux Jeux Olympiques. Je vais vous parler un petit peu maintenant de notre avancement, de la trajectoire qui est passée. Avec Damien, on a créé Loopsport en avril 2022 de manière juridique. Très rapidement, dès le mois de juin, on a fait un premier tour de table en pré-seed avec 2 investisseurs, Christophe Carniel, CEO de Vogo, et Bruno Alain de 8 Points de France, qui nous a permis d'arriver à un besoin total de 550 000 et de pouvoir démarrer dans les meilleures conditions, pouvoir tout de suite se lancer sur le vélo avec une profondeur de gamme de plus de 100 produits, à la fois sur des vélos musculaires, des vélos électriques, des vélos à usage sportif, mais aussi à usage plus urbain, de mobilité. Et le vélo, justement, pourquoi c'était pour nous un bon timing. Un bon timing, pourquoi? D'abord parce que l'adoption du VAE, donc du vélo électrique, depuis ces 3 dernières années est forte et le marché devient profond. Il y a un peu plus de 10 millions de vélos qui sont rentrés, de nouveaux vélos électriques qui sont rentrés sur le marché, et c'est l'équivalent aujourd'hui donc de 10 milliards d'euros qui va se retrouver très rapidement sur la seconde main en Europe. Ensuite, pour la raison que Damien évoquait dès le début, que la seconde main explose à la fois dans toutes les industries. Et pour nous, c'est important de regarder ce qui se fait dans l'automobile, qui est aujourd'hui leader sur la seconde main, avec 77% des ventes en France qui sont sur le canal de la seconde main. Et il y a aujourd'hui une dynamique très forte dans le vélo pour que justement cette tendance s'inverse, parce que, à savoir, aujourd'hui, 1/4 des vélos vendus sont de seconde main, et il y a toutes les chances que ça s'inverse, comme le montre aujourd'hui le marché de l'automobile. Et ensuite, c'est que l'État investit largement dans la mobilité douce, à la fois en France et en Europe. En France, un plan de 2 milliards d'euros d'ici 2027, avec une subvention sur les vélos électriques, à la fois du neuf, c'est déjà le cas, mais de seconde main, ça vient de démarrer. L'utilisation de la voiture qui est de plus en plus limitée dans les centres-villes et donc qui pousse à l'usage du vélo, et la réindustrialisation du territoire, autour aussi des métiers de la réparation, qui est un enjeu prioritaire, et Loopsport s'inscrit vraiment dans cette dynamique-là. Nous allons vous partager très rapidement une petite vidéo de 2 minutes qui vous permettra de comprendre un petit peu mieux ce qu'on fait, notre processus de reconditionnement et notre atelier.
Donc voilà un petit peu aujourd'hui ce que nous avons mis en place depuis novembre de 2022. Et comme vous avez pu le voir, nous sommes opérationnels. Ça a été un peu plus de 300 vélos qui ont été reconditionnés avec une dynamique forte sur ces derniers mois. Un site e-commerce avec une traction forte et croissante de 15 000 visites mensuelles en moyenne. Et un lieu physique qui accueille de plus en plus de monde à travers la vente d'accessoires et de services. Un chiffre d'affaires de 334 000 euros sur les 10 premiers mois et 54 tonnes aujourd'hui équivalentes de CO2 d'économie et à la fin, un taux SAV de moins de 2%. Et aujourd'hui, c'était important pour nous de démarrer, d'avoir ce stade d'avancement, mais surtout de pouvoir démontrer que ce business model, il était rentable. Et il l'est d'abord par un panier assez élevé qui se situe à 2 600 euros en moyenne. Et globalement, vous pouvez retrouver sur loop-sport.fr des vélos qui vont de moins 20 à moins 60% et en moyenne de moins 35% versus un achat neuf. Le vélo, aujourd'hui, il y a deux coûts majeurs. Son achat auprès de partenaires particuliers, mais aussi professionnels. Damien y reviendra dessus. Et le reconditionnement logistique. Et aujourd'hui, c'est une marge brute de 30% dégagée par vélo qui nous permet d'avoir un modèle rentable et pérenne. Rentable, c'est bien. Scalable, c'est encore mieux. Et c'est bien l'objet du jour aujourd'hui. C'est de savoir qu'en fait, cette marge-là, elle peut être croissante par deux effets. Le premier, celle de l'augmentation de panier en cross-merch avec les accessoires et les services décrits par Martin qu'on peut venir additionner à l'achat central qui est celui de l'équipement, mais aussi la récurrence client pour un achat connexe, compagne, compagnon, enfant, etc. Et c'est quelque chose que nous avons vu pour les deux cas dans les 2 derniers mois de façon assez significative et à hauteur de ce qu'on ambitionne. Le deuxième effet, c'est celui de la diminution des coûts. L'augmentation de l'achat en B2B permet un coût d'achat plus faible et donc une marge plus importante. 37% pour le B2B de marge d'achat alors qu'on est à 18% sur le particulier. Et cette même augmentation d'achat B2B, elle va aussi permettre une optimisation du reconditionnement car plus efficace en termes de panne, en termes de révision, en termes de pièces sur lesquelles on va avoir un volume plus important et donc un coût d'achat qui nous permet donc dans la totalité, par cette augmentation de panier et diminution de coûts, d'arriver à un objectif de marge brute à 40%. Et cette scalabilité aujourd'hui, ça fait partie de notre ambition et de cette levée de fonds.
Cette levée, elle intervient à un moment où aujourd'hui on souhaite passer un cap, aller chercher une offre plus croissante pour devenir un acteur leader en France et demain en Europe. Donc scale-up et rentabilité, ce sont vraiment les objectifs de cette levée, avec l'acquisition d'un volume de clients et d'une offre, et également le développement de notre outil industriel que vous avez vu à travers la vidéo, avec des postes de mécaniciens plus importants, et aussi la tech qui reste centrale et au cœur de ce projet-là, à la fois depuis l'achat avec ce sourcing à travers un outil de cotation, jusqu'à la vente avec une optimisation du flux et à la sortie. Le besoin, il est simple. Aujourd'hui, on va chercher 1 million d'euros en equity à travers les investisseurs LITA et des business angels externes pour à la fois financer justement ces actifs clés que nous avons déjà pour venir les renforcer. Et l'autre partie de la levée de fonds, c'est sur la dette bancaire avec des acteurs qui nous ont déjà accompagnés au premier tour, que ce soit la BPI, la BNP, le Crédit Agricole, pour financer notamment le besoin de fonds de roulement et ce stock qui fait partie de 1/4 de l'objectif de la levée. Et on le voit, hein, le sourcing et l'acquisition d'offres, c'est une question centrale. C'est souvent d'ailleurs les questions qu'on a et qu'on aura peut-être après dans la deuxième partie. Mais c'est finalement là où on a aujourd'hui le plus de certitude. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur ce premier volet, donc 300 vélos, vous voyez qu'on a frappé essentiellement dans la région en termes de sourcing, 25% auprès de particuliers et notre outil de reprise de manière nationale, mais 75% localement en B2B avec des loueurs, des entités de loisirs et même des marques. Et en fait, demain, ces mêmes marques, ces mêmes acteurs du B2B, on sait qu'ils peuvent nous amener à 1500 vélos de manière très rapide. Si le particulier diminue, le B2B prendra donc beaucoup plus de place. Et c'est également un modèle qu'on peut reproduire dans des bassins régionaux sur l'ensemble du territoire qui nous permettront à la fois d'avoir un sourcing stable, mais également d'avoir des partenaires demain pour tout ce qu'on a vu en termes d'acquisition et de services dans le temps. Et donc, ce qu'on a voulu faire, vous le voyez, c'est pas forcément croître le nombre de partenaires, mais c'est plutôt très vite avoir des chaînes type Intersport, Ski7, Cyclable, avec lesquelles en fait on peut grandir en termes de franchisés et de points de sourcing ou de sortie des vélos. Donc Damien a parlé et a fait un focus sur le sourcing qui est une des clés, mais c'était important aussi pour nous de vous montrer qu'est-ce qu'on envisage de réaliser sur ces 24 prochains mois suite à cette levée de fonds. D'abord, cette implantation en shop-in-shop chez les magasins partenaires et associé à ça, le développement de la version 2 de notre outil de pricing qui va permettre de rentrer vraiment dans les magasins et de pouvoir proposer un service de reprise partout en France et mailler le territoire encore plus qu'on le fait aujourd'hui. Ensuite, sur la fin du semestre 2024, l'objectif, c'est de reconditionner et d'avoir vendu un peu plus de 1000 vélos et de lancer une offre sur une autre verticale qui est les sports d'hiver, qui a un marché aujourd'hui qui reste dynamique malgré tout et qui reste surtout complémentaire du vélo avec des pratiquants qui sont les mêmes et surtout sur une saisonnalité différente. Et sur l'année 2025, l'objectif, c'est de continuer à miser sur le Figital pour ouvrir le plus grand magasin de matériel de sport reconditionné en France de plus de 2000 m², de venir renforcer notre équipe de 15 talents et ensuite de pouvoir rentrer dans les 4 marchés plus leaders des sports outdoor en Europe et d'enclencher sur une série A qui nous permettra d'augmenter le volume et d'aller chercher encore plus de verticales et encore plus de volume. Et donc, comme vous l'avez vu, aujourd'hui, nous sommes opérationnels. Ça a été un peu plus de 100 vélos qui ont été reconditionnés ce dernier mois, le mois d'octobre. Un tiers des vélos que nous avons récupérés. On a une équipe en place, une équipe de 6 personnes, de jeunes talents motivés. On a aussi une sortie
optimisé par un site e-commerce, mais aussi par un lieu physique. Et donc, nous avons des relais de croissance, Damien en a parlé, à travers le sourcing et à travers le financement déjà engagé. Donc, aujourd'hui, nous vous invitons à rentrer dans cette dynamique et rejoindre la boucle et l'histoire avec nous. Merci. Un grand merci, Martin et Damien, pour cette présentation exhaustive qui a, je pense, repris point par point quel était l'état des lieux de Loopsport aujourd'hui et quelles étaient aussi les grandes perspectives de croissance dont il est question pour cette levée de fonds. Donc voilà, encore un grand merci. Avant de passer aux questions, je vais juste rappeler les conditions d'investissement pour cette levée de fonds sur l'ITA. Alors, comme ça a été évoqué durant la présentation, la levée de fonds globale, elle est d'1 million d'euros en equity, donc en ouverture de capital, en action. Donc 400 000 euros réservés aux investisseurs l'ITA. C'est l'objectif de cette collecte, c'est 400 000 euros. Concrètement, du coup, vous investissez en actions via l'ITA dans une holding d'investissement qui est une holding intermédiaire entre l'ITA et Loopsport. Pour vous, en fait, qu'on parle en pratique, certains sont déjà bien connaisseurs du fait, c'est une pratique très très régulière sur l'ITA quand on lève des fonds en actions. Mais pour vous, du coup, l'expérience est la même. Simplement, vous êtes représenté par une entité qui va fédérer tous les investisseurs l'ITA et qui investira du coup sur un nom unique au capital de Loopsport. Voilà, c'est un investissement pour du moyen long terme, comme on a l'habitude de le présenter sur l'ITA. Vous investissez pour un horizon de 5 ans en action avec une éligibilité à différents dispositifs d'optimisation fiscale, l'IRPME en priorité, donc une réduction de 25% du montant investi sur votre IR 2023. La possibilité également, on y reviendra si ça pose question, d'investir via un plan d'épargne en action, un PEA ou un PEA-PME, pour bénéficier d'une exonération d'une partie de votre taxe sur la plus-value au moment de la sortie. Je le rappelle, mais pas d'objectif de versement de dividendes dans les premières années pour Loopsport. Donc la plus-value que vous allez réaliser, elle sera au moment du rachat de vos titres au bout de 5 ans. Et puis aussi pour les entrepreneurs qui sont parmi les investisseurs l'ITA, parce qu'il y en a, je le sais, la possibilité de bénéficier du dispositif 150 OBTR, donc de l'apport cession, pour bénéficier d'un report d'imposition de la revente de votre produit de cession en investissant dans Loopsport. Voilà pour les dispositifs fiscaux, pour les conditions d'investissement. Est-ce que j'oublie des choses? Je ne crois pas, sinon ça reviendra dans les questions. Et on va du coup pouvoir passer aux questions, si vous êtes prêts, Damien et Martin. Alors, première question, j'essaie de reprendre de manière chronologique. On avait une question de Sylvain qui rebondissait durant votre présentation au positionnement qualité qui est comparable potentiellement à Upway. Alors, j'arrive pas à cliquer sur la réponse, mais vous la voyez peut-être, Damien Martin. Est-ce que votre positionnement de qualité se fait à peu près dans la même verbe que ce que fait Upway aujourd'hui au niveau premium? Oui, si on parle de qualité vraiment dans le process de reconditionnement, aujourd'hui on interagit pas mal avec Upway, les différents acteurs qui se sont lancés un petit peu sur le même marché que nous. On est assez proche en termes de standards de qualité. Par contre, là on va plus loin, c'est vraiment dans l'accompagnement à la fois en ligne directement, puisque on offre de l'interaction et de la prise de rendez-vous directement avec nos experts ici et nos mécaniciens à distance. Et le deuxième point, c'est forcément l'ouverture physique avec un test. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne énormément. Alors, bon, aujourd'hui, on voit qu'on touche même les personnes qui sont à Lyon, donc à 2 heures de route de chez nous, pour venir justement avoir ce besoin de rassurance. Mais en termes de pur de process de qualité, on suit globalement les mêmes standards que Pouet. On a un peu plus de points de contrôle et également on va un cran plus loin puisqu'on est spécialisé aussi pas mal sur les vélos sportifs, Pouet plus sur des vélos à usage de mobilité, donc moins technique. Et on va globalement, nous on est capable de gérer les suspensions, ce qui n'est pas forcément le cas de Pouet par exemple. Merci Martin. Et ça rejoint en fait une question qui vient d'être posée par Emmanuel sur la différenciation de marché. Je pense que bon, du coup le gros a été dit, mais peut-être que tu peux compléter plus globalement par rapport aux autres typologies de concurrence, puisque Pouet c'est peut-être en termes de métier le plus proche, mais on a également d'autres typologies de concurrents qu'on a évoquées dans la présentation. Bah, si on prend le vélo seul, on pourrait même dire qu'on a 3 types de concurrents. On a les marketplaces généralistes ou spécialistes, de qui on va se différencier par le reconditionnement, très clairement, et donc l'apport de conformité et de sécurité. Puis après, si on bascule
dans le secteur du reconditionnement, on a effectivement un ensemble d'acteurs qu'on connaît très bien, puisqu'on les a rejoints dans un comité nouvellement créé à l'Union Sport et Cycle. Donc, c'est des gens avec qui on échange. Les différences majeures, elles vont être sur le positionnement. En fait, nous, on a un positionnement premium, ce qui ne veut pas dire forcément haut de gamme, mais en tout cas, en termes de service ou de technicité produit, que ça soit sport ou mobilité, on va se placer sur un panier moyen assez élevé, ce qui nous différencie de certains acteurs, justement. Et puis, on va permettre d'adresser à la fois l'urbain et le sport. En fait, ce qu'on voit, c'est que c'est assez atomisé chez la concurrence, avec des positionnements beaucoup plus précis, je dirais niche, mais sur du sport route, sur du triathlon, sur de l'urbain seul, sur du non électrique. Donc nous, on veut vraiment traiter l'ensemble et pas limiter l'accessibilité à cette solution-là. Et puis la deuxième, forcément, c'est la localisation qui est assez stratégique, puisqu'on est aujourd'hui au cœur de l'arc alpin et qu'on est forcément privilégié en termes de sourcing et de partenariat avec les acteurs de cette industrie. L'arc alpin, c'est vraiment le nord de l'Italie, l'Autriche, la Suisse et forcément la région Rhône-Alpes. Très clair. J'essaie de sectoriser les questions, Damien et Martin. Il y en a une troisième qui correspondait justement à cet écosystème concurrentiel, avec peut-être un acteur entre guillemets angle mort sur lequel on n'a pas beaucoup mis l'emphase durant cette présentation, c'est les plus grosses enseignes. C'est une question de Célia concernant du coup la concurrence des plus grosses enseignes qui peuvent tendre à internaliser justement soit un service de location, soit un service de pure revente de seconde main. Est-ce qu'aujourd'hui c'est vu comme une menace, comme un potentiel partenaire? Moi, j'ai en tête évidemment, en tout cas à l'évocation de cette question, Decathlon qui a une verticale justement dans la location et la seconde main. Comment est-ce que vous voyez les choses par rapport à ces plus grosses enseignes? Du coup, il y a deux dans enseigne, je pense qu'il y a à la fois les marques et puis le côté retail. Moi, je viens d'une marque et j'ai penché pendant presque 10 ans sur la question de la seconde main et cette même marque n'a pas forcément encore avancé sur le sujet. C'est très compliqué pour une enseigne d'intégrer la seconde main. C'est un autre métier déjà, donc techniquement, on se rend compte que même dans le vélo, on a des acteurs avec qui on discute qui ne seraient pas capables techniquement de gérer le SAV et le reconditionnement, puisque leur production est délocalisée, pas forcément nationale. Et puis, il y a surtout une question de positionnement. Aujourd'hui, ça peut être de la cannibalisation versus le neuf, et puis pas forcément les mêmes clients. Donc, il y a une vraie question interne côté enseigne. Côté retail, aujourd'hui, c'est plutôt la capacité, c'est assez atomisé, c'est la capacité d'intégrer techniquement et financièrement un deuxième canal qu'ils préfèrent finalement gérer avec des acteurs. Et donc, nous, on les voit plutôt comme des partenaires, que ce soit les enseignes ou les retailers. C'est complémentaire. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément leur métier. Effectivement, Decathlon est un acteur qui fait un peu tout, et plutôt pas mal. Après, ce qu'on voit, c'est que sur la partie seconde main, ils restent dans leur positionnement de pure accessibilité. Ils le font très bien. Mais du coup moins sur un panier premium. Le positionnement reste quand même légèrement différent. Ouais. Très clair, merci beaucoup. Alors on va peut-être passer à un autre sujet qui pose pas mal de questions, c'est l'équipe. Alors je commence avec une question de Luc, qui reprend du coup l'objectif 1000 vélos à assez court terme. Du coup évidemment ça va impliquer de besoin en recrutement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Alors déjà aujourd'hui, la structure, elle est composée et l'équipe est composée d'à la fois de deux mécaniciens qu'on tourne, qui ont un roulement suivant un petit peu justement la charge. Donc ça, c'est une chance de pouvoir rester agile là-dedans. Et demain, effectivement, si on monte en charge, ça passera par le recrutement d'un chef d'atelier à plein temps pour venir justement gérer les opérations et de continuer avec différents mécaniciens pour justement gérer ces montées en charge. Sachant que voilà, la saisonnalité n'est pas encore parfaitement lissée, donc c'est important de garder cette agilité-là, et c'est ce que nous souhaitons faire. Et après, sur le reste des profils recrutés, il y a forcément aujourd'hui une notion de digital, avec c'est très vite, ça a été une stratégie forte avec Damien de miser là-dessus et
et de tout de suite intégrer un alternant à plein temps sur le référencement SEO et aussi sur les stratégies de paiement SEA. Et tout de suite, d'ailleurs, on a eu des résultats assez forts qui ont permis de remonter très vite sur les moteurs de recherche. Mais là aussi, il va falloir continuer à investir là-dedans, d'avoir un support. On met en avant forcément l'accompagnement, la prise de contact, etc. Donc là aussi, il faut pouvoir avoir des gens qui puissent répondre à la fois en physique et en ligne. Donc voilà, principalement autour de la mécanique, de l'aspect digital et le customer care. Voilà. Très clair. Merci Martin. On enchaîne justement avec une seconde question de Célia. Alors, qui a partiellement répondu sur aujourd'hui quels sont les profils recrutés dans l'équipe. Deuxième question de Célia là-dessus. Le métier de mécanicien peut-il être ouvert à terme à des profils en insertion ou en réinsertion? Est-ce que vous y avez pensé ou c'est pas forcément la priorité? Oui, alors d'un côté, il y a deux choses. Il y a des postulants en fait qui sont en reconversion parce que la réparation fait partie des pistes de reconversion en recrudescence, clairement. Et donc ça, on pense pouvoir le faire, mais avec un chef d'atelier qui pourra chapeauter et gérer ces équipes donc de différents profils finalement. Et après, il y a également, on le sait, parce qu'on a un voisin assez industriel qui le fait pour son packaging ou certaines étapes de son process, la possibilité de travailler avec des personnes en réinsertion pour des tâches sur des flux grimpants de packaging, puisqu'on a un carton intégré, ou de traitement des pièces, etc., sur des tâches qui viendront avoir une part assez importante quand le volume sera important et de le faire avec des associations locales comme le font nos voisins ici sur le site. On voit que c'est intéressant et puis c'est assez vivifiant pour tout le monde d'ailleurs, que ce soit ces gens qui viennent à temps partiel dans l'entreprise comme pour ceux qui sont en contact en interne. Donc oui, clairement, après il faut atteindre un certain volume pour que finalement ça soit à la fois intéressant pour tout le monde et gérable. Très clair. Merci. J'espère que ça aura pu répondre à votre question, Célia. Alors, on en a pas mal qui se sont posés entre-temps. Merci encore pour votre proactivité. C'est toujours très agréable. Je rappelle d'ailleurs pour certains qui souhaiteraient peut-être poser leurs questions en direct, s'ils peuvent se manifester dans le chat, qu'il est possible de les inviter à monter sur scène pour qu'ils puissent tout simplement poser leurs questions à l'oral. C'est toujours plus agréable. Voilà, n'hésitez pas. Je vois que Serge, par exemple, vous venez de poser une question. Alors, je vais commencer par une question plus anciennement posée, mais si vous souhaitez la poser en direct, n'hésitez pas à me le faire savoir dans le chat. Toujours plus sympa de se voir et de se parler. Alors, question de Sian. Quelle sera votre offre sur les sports d'hiver, en termes peut-être de produits de positionnement? En fait, c'est un secteur qu'on touche vraiment très rapidement, puisqu'en fait, les partenaires pour le vélo sont souvent les mêmes que sur les sports d'hiver. C'est un réseau que j'ai acquis durant mes années chez Salomon. Donc, il y a vraiment une question de simplicité et d'efficacité à le faire. La deuxième, c'est d'aller au bout de notre mission qui est celle du reconditionnement de sport et d'équipements de sport, pardon, pas seulement du vélo. On pense aussi qu'il y a une porosité assez importante entre les pratiquants et c'est aussi un levier d'acquisition. Donc clairement, il y a beaucoup d'objectifs derrière les sports d'hiver, lisser la saisonnalité, rendre actifs les équipes à l'année, parce que ce sera à moindre effort et moindre coût pour nous. Après, si on prend clairement le panier moyen et le processus de reconditionnement, on est sur un panier moyen plus bas et sur un reconditionnement technique aussi plus faible, à part sur des produits vraiment ultra techniques. Mais il y a quand même un besoin exprimé par nos consommateurs actuels et par le marché sur la préparation des skis et de nouveau ce besoin de conformité par rapport au marketplace généraliste. Donc, si on le fait, on le fera bien. Si on le fait, il nous amènera également de l'acquisition client et de la porosité avec le vélo, ce qui peut être à la fois une source d'acquisition client, mais également une source d'optimisation de nos talents, de notre outil à l'année.
Très clair. Et ça, pour rappel, le lancement, il est prévu dès l'année prochaine. Tout à fait. En fait, on a déjà testé ou schématisé le process avec nos partenaires actuels. Pour le lancer, on voulait le lancer bien. C'est plutôt ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, on est prêt de nouveau là-dessus à appuyer sur le bouton pour en fait faire ça à la sortie de l'hiver prochain et attaquer la saison prochaine avec une offre intéressante. Alors, il y a peut-être une question justement connexe qui va être liée plutôt à vos capacités. Alors, attendez, là, j'ai appuyé sur une question de Victoria, mais vu que j'ai proposé à Serge de nous rejoindre sur scène, je vais l'inviter de suite, parce qu'il souhaitait justement évoquer votre capacité de stockage et la capacité aussi logistique de l'atelier. Alors Serge, attendez un instant, je vais essayer de vous inviter sur scène. Tac, hop là. Ça peut prendre un peu de temps. Attends, je vais peut-être lire votre question. Alors. Dites-moi Serge si vous avez reçu l'invitation à monter sur scène. Je sais que ça peut prendre quelques instants. Bon, en attendant, je lis votre question et vous me dites si vous arrivez justement à solliciter le fait de monter sur scène. La question de Serge était la suivante. Du coup, une question sur les coûts de locaux et de reconditionnement et de vente. Quels sont aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs questions en une, c'est pour ça que c'est intéressant de l'avoir sur scène. Aujourd'hui, quels sont vos coûts au niveau des locaux et du coup vos coûts également globaux sur le reconditionnement et la vente, la structure de charge? Du coup, je démarre par en tout cas, cette première partie de question aujourd'hui sur le coût du local. Aujourd'hui, on est sur un loyer mensuel à 3 000 €. C'est finalement assez normal et surtout après qui se dilue pas mal sur le fonctionnement principal de Looksport. Mais le plus important, je pense que c'est sur la partie reconditionnement, sur les coûts liés au reconditionnement. Aujourd'hui, on a un coût à peu près. Il faut savoir que notre processus de reconditionnement prend 3 heures à peu près par vélo et nous avons une grande partie, en fait, on a une partie d'inspection, une partie de mise au point et une partie de nettoyage. C'est principalement la partie nettoyage qui prend le plus de temps. On a à peu près une 50aine d'euros liés à la remise en état, c'est-à-dire le renouvellement de nouvelles pièces, et ensuite une coût de main d'œuvre donc lié à ces 3 heures de temps passé. Donc globalement, on a un coût de reconditionnement de 10% par vélo. Donc autour de 200 €. Je sais que ça aura pu répondre à votre question, Serge. Je vais essayer entre-temps de renouveler l'invitation. Je suis désolé, c'est un peu capricieux. Alors peut-être Damien ou Martin, si vous arrivez à cliquer, c'est tout simple. Dans le chat, vous avez des différents messages de Serge. Vous avez 3 petits points d'option à droite et normalement, vous avez invité à participer. De mon côté, j'avoue que je pense que mon outil informatique est un peu vieillissant. Mais peut-être que du vôtre, ce sera peut-être plus simple. On a lancé l'invitation Ah, bah, parfait. pour nous rejoindre sur scène. Super. Parce qu'on se sentait un peu seul. Ouais, de mon côté, c'est un peu les joies de l'ordinateur reconditionné, mais en fin de vie de reconditionnement. C'est pas évident. Bonjour Serge. Oui, merci de nous rejoindre. Merci pour cette présentation. Moi, pour être un pratiquant des sports outdoor, je serais plutôt un bon client pour vous. D'ailleurs, j'ai laissé un petit message sur votre site pour l'achat d'un gravel, parce que je ne suis pas équipé en gravel. Une petite remarque sur la vidéo où on voit le reconditionnement d'un VTT. Je suis étonné que vous ne fassiez pas la révision des fourches, des amortisseurs. Ça n'apparaît pas. Oui, petite remarque au passage. Oui, si, ça passe rapidement, mais effectivement, en fait, on fait un premier contrôle, justement, alors je rentre un peu dans le technique, mais justement des joints spi, etc., pour voir vraiment si le liquide est propre dans tout ce qui est. Après, aujourd'hui, il faut savoir que principalement sur toutes les fourches avant, on est capable, nous, d'intervenir. Par contre, sur les suspensions, où il y a de la technologie qui est encore un peu plus... les suspensions arrière, pardon, qui sont un technique. On opère aujourd'hui avec un partenaire directement à côté de notre local à Annecy, qui s'appelle Unique et qui vient justement venir nous apporter son expertise et surtout ses outils et son matériel sur des cas particuliers qu'on pourrait avoir. Mais en tout cas, nous, déjà à l'atelier, on est capable de diagnostiquer si oui ou non ça demande un reconditionnement plus approfondi ou pas. Ok.
Oui, sur les locaux, j'ai cru comprendre que on pouvait venir dans vos locaux pour l'achat, enfin, voir les vélos. Oui. Donc, pour le coup, si c'est le même local que le local de reconditionnement, il y a une dimension d'implantation, enfin, d'accessibilité de ces locaux. Et on sait que plus ces locaux sont près des centres urbains, et notamment dans vos régions, plus ça coûte en matière de location. Euh, et je pense que c'est intéressant effectivement de pouvoir venir sur place, voir les vélos, mais aussi d'être au contact des gens comme vous. C'est toujours intéressant dans la démarche d'acquisition. Donc, quelle est votre stratégie par rapport à ça? Parce que vos locaux actuellement, j'imagine que si vous augmentez en taille, ils vont être limités. Il va falloir peut-être en changer. Voilà. Quelle est votre vision sur ces locaux? Oui. Oui. Il y en a deux sur le local, on va dire central ici. On pense que c'est vraiment très important, comme vous le dites, de garder à la fois la proximité de l'atelier avec finalement la zone d'échange avec nos clients parce qu'on peut montrer notre savoir-faire. Donc, ce sera toujours une dimension importante. Aujourd'hui, on n'est pas effectivement en centre-ville, mais on l'expérimente finalement. Petite dimension, Annecy n'est pas le centre du monde, loin de là, n'est pas une grande ville, mais les gens finalement aiment davantage venir chez nous. En fait, on a recruté des gens dans la zone de chalandise qui ne voulaient plus aller en centre-ville parce que c'est plus accessible, etc. Donc, je ne pense pas qu'à terme, on délocalise plus près, si on devait juste prendre ici, plus près que ça du centre-ville, parce que finalement, notre localisation à l'expérience est avantageuse. La deuxième, c'est d'avoir des relais, par exemple si je prends l'exemple de Cyclable, pour prolonger et permettre le service, qui est à la fois une augmentation du panier moyen, mais aussi la fidélisation des clients et permettre de les garder durablement avec nous, c'est de s'implanter chez des partenaires qui sont eux en centre-ville ou dans d'autres régions de France. C'est quelque chose qu'on va travailler avec Cyclable pour justement garantir notre service finalement au bout, parce qu'aujourd'hui on touche la limite du régional effectivement sur cette dimension service. Donc notre vision, seconde vision, c'est d'avoir des partenaires qui sont à la fois là pour le sourcing, mais aussi pour la réception, voire l'apport de services aux clients qui nous ont acheté des vélos ou qui voudraient le faire dans le futur. Ok, merci beaucoup. Vous avez perdu votre micro est coupé. Pardon, désolé. Oui, Serge, merci à vous. Je vous disais merci de votre participation. Vous pouvez tout à fait rester sur scène si vous avez des réactions plus ponctuelles ou vous laisser la main comme vous le souhaitez. L'équipe de la scène. Parfait. Alors, on avait une question de Victoria, et je pense qu'en effet, ça fait le lien aussi avec ces partis pris, ces choix sur l'implantation et les prochains investissements, puisque on a diverses perspectives d'investissement, justement. Quelles sont vos priorités de développement entre l'essaimage du sourcing et la diversification des produits outdoor? On voit que c'est assez parallèle sur 2024-2025, mais en termes d'investissement, déjà, quelle est la part peut-être de chaque investissement et quelles sont vos priorités? Oui, c'est vrai effectivement qu'on en a diverses. Principalement, donc ça représente, il y a 4 parties. Là, il y a un quart de l'investissement qui est sur l'acquisition de volume et donc de stock. Aujourd'hui, Damien en a parlé, mais c'est l'occasion d'y revenir. Mais on a des contrats de long terme qu'on vient de signer avec des acteurs forts sur le territoire français, notamment des acteurs comme Intersport, comme Evolution 2, comme Cyclable. Et donc ça représente un quart de l'offre. Il y a un quart qui est de l'investissement qui est sur l'outil industriel pour le passer justement à l'échelle qui nous permettra de reconditionner un peu plus de 1000 vélos là dans les prochains mois, plus l'outil tech qui est à la fois en amont sur le sourcing, mais après tout au long du processus, qui fait partie aussi du studio photo jusqu'à la sortie, et un quart de l'investissement qui est plutôt lui lié aux équipes, aux talents qu'on souhaite recruter là dans les prochains mois. Voilà un petit peu le dispatch et les focus de l'investissement dans les prochains mois. Très bien.
Merci beaucoup. Victoria, n'hésitez pas à réagir si ça vous évoque d'autres questions. Mais merci Martin pour cet éclaircissement. Alors, on a 2 questions de Matt. Suite à ces questions-là, je passerai à la présentation des raisons pour investir, histoire que vous ayez aussi la vision analytique de l'ITA et ce qui nous a poussé justement à sélectionner Loopsport parmi nos projets en levée de fonds. Alors, première question de Matt, déjà sur la partie carton, on voit en effet dans la vidéo, vous avez des cartons dimensionnés de manière atypique. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui et surtout, voilà, quelle est la part du carton dans vos coûts? Ouais, ça a été rapidement un des gros, en tout cas des points de focus qu'on a lancé et on voulait faire ça bien. C'est important pour nous de soigner la sortie, que les clients puissent avoir vraiment la même expérience qu'un produit neuf à la réception de son vélo. Et ça passait du coup par un packaging qualitatif, durable aussi, et qui permettent, avec une contrainte qui permette de pouvoir accueillir tous les types de vélos, parce qu'on travaille avec plus de 30 marques différentes et toutes les morphologies, les tailles, etc. Et tous les poids. Donc, on a développé deux cartons. Nous sommes propriétaires justement de ce développement-là. On a voulu faciliter l'ouverture par une ouverture sur le côté qui est un petit peu différente des cartons qu'on peut retrouver globalement dans l'industrie. Et pour répondre très clairement du coup à la question, on a 2 types de cartons. Un modèle pour les vélos un peu plus légers qui nous coûte 9 € et un modèle pour les vélos plus lourds, plus techniques, qui est à 17 € hors taxe. Donc ça représente l'enveloppe du vélo plus l'ensemble des cales à l'intérieur qui sont toutes en carton et qui permettent de maintenir le vélo dans son enveloppe de manière bien solidaire et surtout qui ne s'abîme pas pendant le transport. Très clair. Merci pour ta transparence, Martin. Alors, je vois que Matt vient de reposer une question sur les coûts logistiques. On y a déjà pas mal répondu, mais peut-être dans les chiffres aujourd'hui, si tu peux faire un petit Oui. retour dessus, Martin. En fait, c'est facile, hein. Sur un an, nous, on a, avec l'assurance, parce qu'on a forcément des produits qui sont coûteux et qu'on veut assurer pour assurer ce service total jusqu'au bout. Et aujourd'hui, on travaille essentiellement avec Géodis en transporteur, express ou pas, puisqu'ils ont France Express. Et c'est moyennisé aux alentours de 70 € avec les hausses du carburant, etc. Et en fait, ce qu'on a voulu, c'est se mettre à ce niveau. Donc aujourd'hui, on facture le transport au prix qu'il nous coûte. Ni plus ni moins, mais quelque chose d'assez réaliste pour exprimer aussi que ça a un coût et qu'on l'intègre dans le service. Mais voilà, c'est assez lissé et pour l'instant c'est stable et surtout avec un taux de service à 99%. Donc aujourd'hui, on est très satisfait de notre partenaire sur le territoire. Merci Damien pour ta réponse. Alors, je passe très rapidement parce que je vois que le temps file aux raisons pour investir. Comme ça laisse le temps à Martin et Damien de reprendre un peu leur souffle pour les dernières questions. 4 grandes raisons pour investir, principalement évoquées par nos analystes en charge du dossier Loopsport. La première, on est revenu dessus puisque vous vous êtes présenté, et je pense que c'était important de le faire aussi par rapport à vos expériences passées. L'équipe fondatrice, qui est spécialisée en gestion et marketing, expérimentée dans la vente d'équipements de sport outdoor de qualité premium, et surtout 2 profils très complémentaires, axés du coup autour d'un modèle de business plan qui prévoit une croissance et des investissements crédibles et raisonnables, en tout cas selon notre analyse, autour d'une approche digitale qui en fait vraiment une grosse différence et une proposition de valeur différenciante. Ça, c'est la première raison pour investir. Donc, entre les choix de l'équipe fondatrice et ces choix de gestion vis-à-vis du business plan, qui par ailleurs vous sera communiqué en tout cas dans les points les plus importants dans le dossier d'investissement qui sera publié dans les prochains jours sur votre profil d'ITA dans l'onglet Opération de la page Loopsport. Deuxième raison pour investir, une intégration de la technologie au cœur du produit depuis l'origine avec une base de données et un outil de cotation des prix de vélo unique. On y est parvenu, mais je sais que ça fait l'objet d'une question. Un processus logistique du coup qui permet de facto un suivi optimal et une parfaite traçabilité de chaque produit tout au long du processus de reconditionnement. Voilà, plutôt sur le métier et l'outil technico-logistique.
Troisième raison pour investir, le marché, qui est en expansion, on l'a dit, avec encore relativement peu d'acteurs structurés et ayant surtout à cette date levé les fonds, une stratégie d'intégration verticale et des compétences qui permettent de consolider une marque forte et de maîtriser à 100% la satisfaction client. Si tant est qu'évidemment, on conserve une priorité liée à l'investissement dans le support et ça a été évoqué. Quatrième et dernière raison pour investir, le positionnement de marché, le positionnement premium et un emplacement géographique qui crédibilise le modèle économique, des perspectives européennes qui donnent droit aussi évidemment à des ambitions d'essaimage assez larges. Voilà pour les raisons pour investir. Et puis pour finir également sur les conditions, puisque je n'avais pas évoqué peut-être l'essentiel, c'est que vous pouvez investir sur l'eau-sport à partir de 100 euros et que la levée de fonds devrait être passée en collecte dans les premières semaines de novembre. Donc voilà, ça devrait arriver assez vite. Je vous remercie déjà et on peut vous remercier, je pense, tous les trois pour l'activité qu'on a eue sur la période de pré-collecte. On a dépassé aujourd'hui les 210 000 euros de pré-collecte, donc d'intention. Et donc, comme pour rappel, hein, l'objectif est à 400 000 euros. Si les investisseurs d'ITA atteignent 400 000 euros, on sera à un peu plus de 11% de détention du capital. Voilà, pour vous donner les informations complémentaires. Et bon voilà, il nous reste quelques petites minutes pour finir sur les questions, si vous avez encore un peu de force, Damien et Martin, et puis après on se quittera à nos déjeuners respectifs. Alors justement, une question sur la cotation. Je la retrouve. Tac, oui. Question d'Hubert. Sur quelle base se construit votre outil de cotation type Argus à la reprise des vélos et comment fonctionne concrètement cet outil? Très clair. Je vais essayer de pas être trop technique, mais un petit peu quand même pour expliquer. Mais aujourd'hui, du coup, la structure tech, en fait, elle est assez simple. On a un formulaire en fait qui est basé sur un iframe qui permet justement de pouvoir plugger cet iframe partout dans n'importe quel magasin, sur n'importe quel support web, qui est du coup une interface client où en fait sous un certain nombre de questions permettent de recueillir justement ces informations et de pouvoir faire tourner notre estimation. Du coup, ce formulaire est connecté à une base de données et un outil de pricing, du coup, parce qu'à l'intérieur, il y a un algorithme. Donc, c'est une base de données d'un peu plus de 50 000 modèles de vélos que nous sommes constitués directement nous, et nous en sommes propriétaires. Et cette base de données est du coup connectée elle-même aussi à un algorithme avec différentes variables qui sont par exemple la marque. Chaque marque n'a pas la même valeur résiduelle justement de décote. Et en fait, ces variables sont indexées par nous directement, par notre connaissance du marché, mais aussi par un réseau neuronal en fait qui permet de venir pondérer. Par exemple, si je prends un exemple très concret, si par exemple pendant une semaine, il y a 80% des cotes qui ont été faites sur des vélos moustaches, ben, ça va montrer justement de l'intérêt sur une marque forte et du coup, il va y avoir une pondération associée justement à la fois à la demande. Donc voilà un petit peu comment cet outil est construit. Évidemment, on a une démo directement des différents blocs techniques et justement des différentes connexions qu'on peut fournir justement pour venir voilà a posteriori pour venir renforcer justement les réponses à cette question-là. Très clair, merci Martin. Une deuxième question de Victoria. Concernant les autres investisseurs, on a dit que la levée de fonds, l'objectif de la levée de fonds était d'1 million d'euros. Le montant réservé aux investisseurs d'État est de 400 000. Il reste 600 000 qui seront investis par des investisseurs en direct, notamment des business angels. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot à ce sujet-là et sur l'avancée justement de cette levée parallèle quelque part auprès d'investisseurs en direct? Ouais, je peux vous donner effectivement déjà trois noms de personnes qui justement se sont engagées, qui sont transparents justement, et il n'y a pas de problème justement à donner leur nom et leurs intentions. On veut s'associer avec du coup, c'est le choix qu'on a fait avec Damien, c'est à travers à la fois l'ITA et des business angels, c'est de pouvoir renforcer aussi nos expertises. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir quelqu'un comme Rémi Langen qui souhaite s'investir dans le projet, qui a été fondé
qui a fondé Collyweb et revendu aussi cette société il y a 2 ans. Collyweb, ça a été 30 millions de chiffre d'affaires en France, avec une expertise forte à travers son parcours entrepreneurial de cette structure qu'il a menée, et ensuite des différentes levées qu'il a faites. Antoine Herbinet aussi, qui était fondateur, qui a fondé Vatel Capital, donc un fonds d'investissement à Lyon, qui aujourd'hui est sur le territoire allemand, donc qui a un bon relais parce qu'il voit pas mal de ponts possibles à faire avec l'Allemagne. Donc ça, c'est intéressant pour nous. Et puis son expertise finance aussi. Et puis Christophe Carniel, qui était là au premier tour déjà, qui est le fondateur de Vogo, la première sporttech cotée en bourse en France, avec une expertise très tech. Donc différents profils qui aujourd'hui déjà nous nourrissent pas mal depuis déjà quelques mois. Et également aussi, j'en profite pour parler de notre advisory board, et notamment le support de Thomas Rouault, CEO de Snow Leader, qui nous apporte une expertise e-commerce forte et clé pour nous. Voilà. Merci Martin pour ta franchise et ta transparence. Du coup, ça nous permet aussi de nous dire que l'expertise complémentaire ne se trouve pas qu'au niveau des fondateurs et de l'équipe. Il y a également un écosystème aujourd'hui d'investisseurs experts du monde du sport, et puis même plus globalement de la logistique du reconditionnement et de la seconde main, qui constitue une vertu. Ça aurait peut-être été la 5e raison pour investir si on en avait une 5e à citer côté Lita. Alors peut-être dernière question et on finira par là. Et je pense que c'est bien peut-être, puisque c'est la plus généraliste, sur cet objectif de scalabilité que va financer cette levée de fonds, en partie en tout cas. Quels sont les leviers que vous allez mettre en place pour supporter ce changement d'échelle? On y est revenu dans la présentation, et peut-être plus globalement, si on doit résumer là en quelques mots les raisons de la levée de fonds, comment est-ce que vous définiriez ça? Ouais, mais il y a forcément l'industrialisation de l'offre avec un maillage territorial fort. On croit beaucoup au Figital, vous l'avez compris, notamment ici directement fait par Loopsport, mais aussi à travers le réseau de magasins existants, et on les voit vraiment comme des partenaires. Donc ça, c'est vraiment le point fort de cette levée de fonds, c'est de vite réussir à mailler le territoire, et surtout les engagements et déjà les contrats qu'on a démarrés avec ces acteurs-là nous permettent de vite avoir cette profondeur et de pouvoir mailler le territoire. C'était stratégique à l'entrée, et du coup, ça poursuit justement cette vision et cette stratégie. Ça, c'est vraiment le premier point. Et le deuxième point, c'est cet outil d'industrialisation autour des métiers de la réparation, et à la fois qui lie vraiment aussi un savoir-faire tech qui est obligatoire et qui est central dans tous ces processus, puisqu'on adresse plein de métiers différents. Merci pour cette réponse assez exhaustive. Il y a une dernière question de Matt. J'ai vu que vous l'aviez reposté, Matt, sur la concurrence. En fait, on a évoqué pas mal déjà les biais concurrentiels et les possibilités de différenciation. Alors, si vous avez une réponse courte peut-être à apporter sur le positionnement vis-à-vis des 3 acteurs cités par Matt, à savoir Cyclist House, Minbikes et Tuvaluum, autant le faire maintenant. Sinon, évidemment, Matt, on vous reviendra par mail en direct, comme vous préférez, Damien, Martin, si c'est une réponse courte. C'est vrai qu'on l'a un peu évoqué, mais on a surtout quelque chose de complet qu'on peut envoyer. Je pense que ce sera important, un mapping concurrentiel, mais globalement, on a le Figital et le service associé, plus le positionnement premium nous différencie aujourd'hui de ces acteurs-là qui sont un peu plus fragmentés ou qui ont une localisation différente et qui ne permet pas le Figital. Très clair. Mais du coup, en effet, ça vaudra le coup de remettre un petit mapping concurrentiel. Je sais qu'il y en a un dans le dossier. Et puis, si Matt, vous avez besoin de davantage d'informations précises, puisque vous avez l'air de connaître très bien le secteur, avec plaisir pour revenir plus en longueur sur le sujet.
Un grand merci à vous deux, Damien et Martin, de vous être rendus disponibles et d'avoir participé à ce live. Merci à vous tous de vous être connectés, d'avoir participé également proactivement via ces nombreuses questions à ce temps d'échange qui est très important justement pour créer le lien que l'on promet chez Lita entre entrepreneurs et investisseurs. Il me reste à vous souhaiter à toutes et tous une très bonne journée et puis à très bientôt sur lita.co avec cette belle levée de fonds de Loopsport. À très vite. À Au revoir. tous. Merci à tous. Merci Martin. À Merci à vous. bientôt. Merci, au revoir.